le général Richepanse, vous avez condamné à mort ma cliente, Solitude, il y a quelques mois de cela, le mois de juin 1802, le mois de prairial de l'an 10. Vous l'avez condamné après une procédure particulièrement expéditive. Pas d'avocat, pas d'audience, pas de public, rien, en quelques minutes à peine. Pour s'être levé contre le rétablissement de l'esclavage, la tyrannie et la barbarie. Sa mise à mort, qui était prévue dès le lendemain de sa condamnation, a été reportée lorsque vous avez découvert qu'elle était enceinte. Car il vous fallait bien attendre qu'elle accouche pour lui arracher son enfant et en faire un esclave. Vous ne vouliez pas de gâchis. Ce ventre animé pouvait bien rapporter 2 bras et 2 jambes de plus. On pouvait donc attendre quelques mois avant de l'exécuter. Nous sommes donc aujourd'hui le 29 novembre 1802 et j'ai l'honneur de vous demander la révision de sa condamnation et sa libération immédiate. Vous vous interdirez de la condamner, d'abord parce qu'elle n'a pas eu de procès équitable, mais surtout parce que cette guerrière, aussi fière qu'elle soit, qui représente toutes les anonymes, les femmes des Caraïbes, les mers, les Antilles, n'a fait qu'exercer son droit de résistance à l'oppression, et je dirais même son devoir à l'insurrection armée. Elle n'est donc pas la criminelle que vous décrivez dans votre acte d'accusation, mais au contraire, elle représente un emblème, une figure héroïque de la résistance des Caraïbes à l'oppression. Elle qui a renversé tant de systèmes de domination et qui a su fuir l'univers mortifère des grands cases et des plantations. En réalité, ce qu'elle représente est immense et c'est cela qui vous fait bien peur. Une libre pensée qui est sortie du carcan mental du colonisé fataliste qui est figé dans la crainte de son bourreau. Alors laissez-moi vous raconter l'histoire de Solitude, la mulâtresse, au destin d'exception. Laissez-moi vous plonger dans l'ultra-violence de son quotidien, de son désespoir, mais aussi dans l'espoir qui fut le sien, de manière très fugace d'ailleurs, de se tenir debout, de vivre debout, puis enfin dans la furie de son ultime révolte. Laissez-moi vous convaincre peut-être, j'ai quelques doutes sur votre conviction, mais laissez-moi vous convaincre sur le fait que le rétablissement de l'esclavage ne constitue en fait que la pire des trahisons des idéaux révolutionnaires, et que la révolte des esclaves était une révolte légitime, juste et nécessaire. Solitude a eu une vie de calvaire. Elle est née sur l'île de la Guadeloupe en 1772, d'un viol, évidemment, du viol de sa mère, une Africaine arrachée à son paisible village d'Afrique de l'Ouest, le Bénin actuel. Enchaînée dans un bateau qui traversait l'Atlantique. On sait peu de choses sur son père, si ce n'est que c'était un marin ivre, brutal et alcoolisé. Mulâtre à la peau jaune ivoire et aux yeux clairs, ses maîtres lui donnèrent le nom de Rosalie. En fait, elle n'avait pas choisi, puisque comme vous le savez, Rosalie était le nom de la dernière esclave qui venait de mourir, puisque le nom des esclaves morts allait automatiquement aux esclaves vivants, et ainsi de suite. Elle fut arrachée au sein et au bras de sa mère, partie en marronnage et devenue zombicorne, pour être placée comme nègre de case et être la nouvelle poupée, la poupée noire de la fille du grand propriétaire terrien. Ce qu'elle a vécu dans l'enfer des habitations, elle préfère l'enfouir. Et si vous l'interrogez, elle se taira, car elle veut oublier. Mais je vais vous dire, moi, ce qu'il en était. Elle a subi les viols, innombrables, à répétition, du maître, des contremaîtres, des féroces intendants qui se sont acharnés sur ce corps.
Elle a subi les avortements clandestins, où l'on risquait sa vie entre les mains de rebouteuses aux plantes plus ou moins efficaces. Les brimades, les coups, les sévices, la cruauté, les actes de torture et de barbarie. Elle a connu l'arsenal utilisé pour soumettre les récalcitrants. Chaînes, les fers aux pieds, les entraves, les carcans, le garrot, la potence, les colliers de fer aux pointes si acérées et près du cou que vous ne pouviez même pas vous endormir. Les masques de fer blanc qui sont fixés sur votre bouche pour que vous ne puissiez même pas manger, ni même sucer la tige d'une canne à sucre. Elle a dû apprendre à dompter la révolte qu'elle sentait gronder en elle face à la jouissance du maître, faisant introduire un épieu incandescent dans la croupe du noir. Ou encore face à cette mère qu'on obligeait à appliquer sur le corps sanguinolent de son fils, écorché vif à coups de nerfs de bœuf, un mélange fait de sel, de piment, de poivre, de citron, de cendres brûlantes. Alors vous me direz, l'avantage c'est que cela augmente sa douleur tout en prévenant une gangrène, puisqu'il ne fallait pas écorner ou entamer le capital humain, encore que humain, dans sa tête, il ne l'était pas. Elle en a vu du sang gicler lorsque le blanc mutilait un poignet, coupait un pied, tranchait une oreille, ou lacérait les parties génitales du téméraire qui avait osé fuir le paradis du maître. Que de fois n'a-t-elle pas fermé les yeux devant l'insoutenable? Un contremaître hilar versant du fer fondu ou du sirop de canne bouillant sur le nègre hurlant, maintenu nu au sol par 4 piquets, ou encore ses compagnons grillés vivants dans un four à pain ou enfermés dans des tonneaux à l'intérieur piqués de clous que l'on faisait déverser sur la pente. Elle s'est mordue les doigts au sang devant l'effroi de ces hommes ligotés dont la bouche et l'anus avaient été bourrés de poudre explosive avant qu'on enflamme la cordelette qui en dépassait. Ça vous choque, Monsieur le Président? Eh bien, c'était son quotidien. Elle a lu aussi l'humiliation de ceux qu'on obligeait à manger leur excrément, à boire l'urine de l'autre, même à avaler le crachat de l'autre. Alors c'est vrai, quelquefois, elle remercia silencieusement ces empoisonneuses, dont les décoctions inodores et sans saveur, mélangées à un bol de soupe, foudroyaient en quelques heures le maître maudit. Mais en attendant, courber les chines, ne pas rompre, juste pour rester en vie un jour de plus, et voir peut-être un jour la fin de toutes ces horreurs. Et ce jour arriva, le 26 août 1789, dans l'euphorie de la Révolution, la France a décrété l'abolition de l'esclavage. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen: les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Certes, il a fallu attendre 5 ans de débats houleux à Paris pour savoir si les droits de l'homme s'appliquaient à la condition des Noirs, puisqu'ils étaient inférieurs. Le 4 février 1794, le 16 pluviose de l'an 2, la Convention nationale républicaine décrète l'abolition de l'esclavage pour tous. Mais l'île est sous occupation anglaise et il faut attendre quelques mois de plus, en juin 1794, pour que le commissaire Victor Hugues, l'administrateur qui était chargé de porter le décret dans les Antilles, puisse trouver une brèche et débarquer sur l'île. Il proclama la fin de l'esclavage par ces mots: un gouvernement républicain ne supporte ni chaîne ni esclavage. Dans la foulée, il lance un appel à volontaires pour défendre la patrie et bouter les Anglais hors de l'île. Et ce jour-là,
solitude, elle est là, sur la Grand Place, parmi les milliers de pauvres airs incrédules, qui, les larmes aux yeux, n'en croient pas leurs oreilles. C'est vrai, l'abolition de l'esclavage est arrivée. Ils se réunissent et c'est la constitution du premier bataillon de sans-culottes noirs. Ils foncent dans le tas. 6 mois de bataille acharnée, des milliers de morts de chaque côté. Les Anglais sont boutés hors de l'île. Après avoir reconquis leur pays, les Guadeloupéens espèrent maintenant jouir de l'acte libérateur. Mais l'euphorie est de courte durée, Monsieur le Président. Très vite, un système de travail forcé est mis en œuvre pour sauver l'activité des habitations, l'économie d'abord. Les nouveaux affranchis sont sommés de réintégrer immédiatement leurs anciennes exploitations sans salaire, sous peine de prison ou sous peine de mort. Les autorités traquent alors sans répit ces Noirs suspects de vouloir fuir le paradis du maître, le paradis des plantations. Ils sont alors nombreux à choisir le marronnage, la clandestinité. Solitude en fait partie. À des milliers de kilomètres, à Paris, un homme auréolé de succès, Napoléon Bonaparte, dès 1799, veut rétablir l'ordre dans les colonies et donc rétablir l'esclavage. Il désigne le contre-amiral Lacrosse pour briser les élites antillaises et surtout les officiers noirs militaires. Arrestations arbitraires, vexations, déportations frénétiques vers New York, vers la France, vers la Guyane, vers Madagascar, se multiplient, la population se révolte. Elle ne l'accepte pas. Elle expulse Lacrosse de l'île. Oh, sacrilège! Pour Napoléon Bonaparte, c'est une déclaration de guerre. Il envoie son bienfaiteur, le général Richepens, votre autorité de tutelle, Monsieur le Président, afin de mater la rébellion et de la punir. Le 6 mai 1802, un corps expéditionnaire de 4000 soldats, surarmés et surentraînés, débarque sur l'île. C'en est fini des sans-culottes noires en une petite après-midi. Un homme se dresse sur les dessins du général Bonaparte. Révolté par la trahison de la France sur l'abolition, le colonel d'infanterie Louis Delgrès libère les soldats et proclame ces mots qui résonnent encore dans la tête de ma cliente. Mes chers amis, on en veut à notre liberté. Sachons la défendre en gens de cœur. Préférons la mort à l'esclavage. Le 10 mai, il lance alors une proclamation en prenant le monde à témoin, même l'univers à témoin. Il placarde sur chaque arbre, chaque mur de Guadeloupe, la proclamation suivante. À l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. Il lance un appel à la résistance à l'oppression et au droit insurrectionnel. Il existe des hommes qui ne veulent voir d'hommes noirs que dans les fers de l'esclavage, écrit-il. La résistance à l'oppression est un droit naturel. La divinité même ne peut être offensée que nous défendions une juste cause, celle de la justice et celle de l'humanité. Son plaidoyer résonne comme un cri de ralliement. Des campagnes et des plantations environnantes, ouvriers, cultivateurs, paisibles pères de famille, femmes, hommes, enfants, adolescents, arrivent par petits groupes armés de piques, de gourdins, de coutelas. Et parmi les femmes, qui aux côtés des hommes luttent dans cette guérilla inégale, transportent les munitions, soignent les blessés, réconfortent les enfants effrayés, solitude est là, un pistolet à la main et un autre à la ceinture. Après 15 jours d'un siège ensanglanté, les combattants de la liberté se rassemblent dans un manoir fortifié, qu'ils décident de miner par des barils de poudre. Et lorsque, ce jour fatidique, le 28 mai 1802, à 15h30 précise, l'avant-garde française franchit enfin la demeure, les 300 martyrs, encore debout, qui se tiennent la main, se font exploser au cri de la mort plutôt que l'esclavage. Solitude, elle, est retrouvée sous les cadavres déchiquetés
Elle est blessée, mais elle a miraculeusement survécu. Monsieur le Président, j'invoque le droit de résistance à l'oppression et le droit à l'insurrection face à la trahison manifeste des idéaux révolutionnaires par cette société esclavagiste et face au pouvoir arbitraire, sanguinaire et tyrannique en place. Je dis et j'affirme que Solitude n'a fait que s'approprier le droit de résistance à l'oppression qui est garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, et qui précise que ce droit de résistance est l'un des droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Mais encore plus, je dis et j'affirme que Solitude n'a fait qu'exercer plus qu'un droit, un devoir à l'insurrection, même armée, qui est garanti par l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1793. Comment ne pas voir ici que l'usage des armes par Solitude et ses compagnons trouve ici sa justification et sa source dans l'oppression sans cesse renouvelée et inhumaine subie depuis tant d'années. Dans l'arbitraire du pouvoir en place, illégitime, et dans l'illégalité, voire l'inconstitutionnalité de la décision de rétablir l'esclavage. Monsieur le Président, je considère que l'objectif ultime pour un peuple qui se respecte est de ne jamais céder à l'avilissement et à la tyrannie. C'est d'ailleurs ce que l'on nomme le droit supérieur de la Révolution. Vivre libre ou mourir, courber l'échine, juste pour rester en vie un jour de plus. Aujourd'hui, Solitude courbe l'échine, mais elle ne rompt pas, pour que son fils et son âme voient un jour la fin de tout cela. Je vous remercie.